Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer du matériel basique, le moins cher, pour quiconque avec des petits moyens, donc notamment les associations ou les parcs nationaux, les particuliers aussi. Quel matériel de base pour étudier les dauphins, les cachalots, les rorquals, de manière générale, les cétacés et de manière encore plus générale, les mammifères marins et encore plus général, tous les animaux marins en fait. Bon. Peut-être même dulcaquicole ou subaquatique. Bon. Je remercie monsieur Gilles Nolibé de l'entreprise C Sigma qui m'a fait parvenir indirectement ce matériel et qui m'a donné son accord pour faire cette vidéo, pour présenter un petit peu ce matériel. Et je remercie mon collègue le docteur Yann Do, bioacousticien. Je vous mets les références de ces deux personnes et de l'entreprise C Sigma dans la description sous la vidéo. Je vous invite à aller en prendre connaissance parce que pour ce qui est de C Sigma, l'entreprise, c'est un acteur que vous devez connaître si vous êtes intéressé par la bioacoustique et ou donc l'océanographie, en tout cas de sa dimension zoologiste. Je ne vous dis pas qu'il faut acheter ce matériel et qu'il faut passer par C Sigma, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui montrent ou donnent leur accord pour montrer un peu le matériel, et c'est un acteur, en tout cas français, quasiment incontournable, en tout cas pour les petits projets. Et je vous encourage, si vous êtes intéressé par le sujet de la cétologie, de la bioacoustique marine, d'aller voir un petit peu les travaux du docteur Do, D-O-H, que je vous mets dans la description sous la vidéo, qui est plus discret que moi, qui est un peu absent des réseaux sociaux, mais vous pourrez trouver des choses intéressantes quand même sur Internet. Et vous devez de vous renseigner pour vous mettre à jour sur ce sujet, si vous souhaitez étudier ces animaux marins. Alors, donc, cette vidéo s'adresse en particulier aux étudiants de licence, master, en particulier aux étudiants qui sont intéressés par la zoologie et ou la bioacoustique, le grand public aussi, puisque tout le monde peut comprendre ce que je vais montrer, les étudiants en informatique, en traitement du signal automatisé également, qui sont susceptibles de traiter les données qui vont être produites par ce genre de système d'acquisition. Donc ce système d'acquisition n'est pas ce qu'on appelle un ARU, Autonomous Recording Unit, et en français, un point d'écoute autonome. C'est plus actif. Vous allez plutôt vous rendre en mer. Par exemple, le parc national de Porquerolles fait des sorties à peu près régulières pour tenter d'observer des mammifères marins. Mais la meilleure d'observation, mais l'observation acoustique est un bien meilleur moyen d'observer en termes de distance, d'exhaustivité, j'ai déjà dit, de précision, que l'observation visuelle, qui est très limitée et tributaire de la météo. Vous pouvez être aussi un particulier qui a un voilier, vous pouvez être une association, une SCOP, c'est typiquement le genre de matériel qui vous concerne, puisque un minimum de moyens. Un ordinateur, bon celui-là c'est un ordinateur pas trop vieux, plutôt joli, mais c'est pas nécessaire. Hein. Vous pouvez prendre un peu n'importe quel ordinateur un peu pourri. Du moment que vous y mettez Linux, plus adapté à des missions de terrain et plus robuste. Si vous avez les moyens de vous payer un ordinateur étanchéifié, version marine, c'est mieux, mais généralement, on se dégote, on utilise, mais généralement, on prend ce qu'on peut se dégoter, un vieil ordinateur qui craint rien et qui servira que à ça. Et donc, le système là, envoyé par C Sigma, donc vous avez ici, on va partir de l'hydrophone. Donc l'hydrophone, qu'est-ce que c'est? C'est un microphone, qui est adapté à un usage aquatique et même sous-marin dans le cas présent. Donc on va avoir un câble d'une certaine longueur. Je crois que j'ai vu passer quelques références. Donc si vous êtes un étudiant ou un particulier qui cherche à étudier les dauphins, je vous invite à taper ça dans Google, vous trouverez
dans un moteur de recherche, vous trouverez les informations. Là, c'est concernant l'hydrophone. Il a été un peu protégé au niveau de la connectique. C'est un câble XLR en fait. La sortie, le signal là. Le signal est conduit à travers ce câble et sort en XLR ici. C'est une connectique qui est très 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 connue dans le monde de la musique pour sa robustesse, sa fiabilité, sa qualité. Et c'est précisément ce dont on a besoin dans le cas présent. Voilà, donc on a une sortie XLR ici. À savoir que précisément, il y a des entreprises comme celle qui produit ce modèle qui s'occupent de la connectique et d'étanchéifier, si vous voulez, la manière dont l'hydrophone est maintenu solidaire du câble. Et c'est très important. C'est très fragile. Un hydrophone, comme n'importe quel un hydrophone, comme un microphone, c'est très fragile. Et le grand public, comme c'est plein, noir, d'aspect pas particulièrement chaleureux, on a tendance à penser que c'est une chose robuste. Ça ne l'est pas du tout. Donc là, je l'ai sorti pour vous le montrer, mais systématiquement, il doit être dans un étui de protection, typiquement un morceau de mousse. Et d'ailleurs, on doit même faire attention, parce que là, mine de rien, quand on enroule le câble, on crée une bobine, c'est-à-dire une antenne capable de se charger par les rayonnements électromagnétiques qui passent à travers la matière. Et donc, il faut même faire attention dans l'absolu, avec quoi cette partie métallique touche, avec quoi elle est en contact. Et régulièrement, même des fois, il est bon de décharger là, les deux bornes en les reliant électriquement. Donc ça, quand vous êtes sur le voilier ou sur le Zodiac, vous foutez ça à l'eau. Bien sûr, ça aura été branché avant. Je sais pas quelle longueur il y a là, mais bien évidemment, plus c'est long, plus c'est cher. Mais aussi, plus c'est profond, plus vous irez écouter profondément. Et plus donc vous entendrez de choses. Et en plus, plus les choses que vous entendrez seront audibles, un signal de qualité. Et alors, si vous êtes une SCOP, une association, parfois, il faut penser à un mécanisme pour attacher le câble au bateau. Parce que si jamais quelqu'un lâche le câble, généralement, vous êtes un peu obligé de le tenir dans le Zodiac ou dans le bateau, parce qu'il ne faut pas que ça vienne toucher une rambarde en métal, parce que ça le casserait, puis ça rendrait l'enregistrement inaudible. Mais donc si jamais vous lâchez la main, l'effort de traction va se retrouver sur le port ici, ça va tout arracher. Donc, vous partez en mer avec votre Zodiac ou votre voilier. Vous arrivez à un endroit, vous faites une pause, vous voulez en mer, hein, vous voulez démarrer des enregistrements. Vous vous connectez là. Ça, par contre, là, on rentre effectivement dans la création C Sigma. Ça sera plus facile à trouver, juste cette partie. Des alternatives, il existe de plus nombreuses alternatives. Mais en fait, le cœur de cette vidéo, c'est plutôt ce boîtier de qualité professionnelle. Donc, vous connectez vos raccords XLR. Vous avez une entrée ici. Ça, c'est des entrées qui sont censées être à peu près étanches. Je vous rappelle qu'on est en milieu marin, donc beaucoup d'embrun, du vent, pas toujours une météo clémente. Et vous connectez, là, ce port rouge ici, vous voyez, c'est un USB mâle, vous le connectez à votre ordinateur. Un port USB de votre ordinateur. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai des calculs en cours, là, même si on ne dirait pas. Ça va jouer le rôle d'alimentation électrique. L'USB, c'est du 5 volts. Ça va servir à alimenter et faire tourner les cartes électroniques qui sont là-dedans, qui ont besoin de 5 volts. Et même dans certains cas, je crois, il y a une histoire d'alimentation électrique, parce que comme le câble est long,
souvent il faut monter en tension. Souvent il faut donner une tension à l'hydrophone. Et ça va être le rôle de ce système. Je ne sais pas si c'est le cas ici, ce qu'on appelle les alimentations fantômes. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas ici. Mais il faut se débrouiller pour passer de 5 à 48 volts, notamment par des condensateurs. Et c'est une des raisons de l'utilité de ce boîtier. Donc j'arrive sur le terrain, je connecte mon hydrophone, je me branche sur mon ordinateur. Et là, ça va démarrer l'enregistrement. Typiquement, en général, la carte est faite pour démarrer dès qu'elle est alimentée et à lancer les enregistrements et la copie et le stockage des enregistrements acoustiques, généralement des fichiers WAV, en 48 000 Hz, voire en 96 000 Hz, parce que comme on a du dauphin, enfin des cétacés, puis d'autres animaux marins, ça peut arriver qu'on ait des sons à plus de 24 000 Hz, ce qui veut dire que, compte tenu du théorème de Nusskit-Shannon, vous avez besoin d'une fréquence d'échantillonnage au moins double par rapport à la fréquence des sons que vous étudiez. Donc si vous avez un dauphin dont une partie du signal est à 25 000 Hz, ce qui n'est pas très élevé non plus pour des dauphins, encore moins pour des marsouins, ça voudrait dire échantillonner à 50 000 Hz. Bon, déjà quand vous paramétrez le système pour échantillonner à 48 000 Hz, ça veut dire que vous étudiez les sons entre 0 et 24 000 Hz à peu près. Il y a déjà beaucoup de signaux là-dedans. Donc là, vous avez cette connectique hermétique jaune. Là, vous voyez, c'est une clé de stockage. Je crois que son rôle, c'est d'enregistrer les données créées. C'est le support de stockage. Il y a un autre support de stockage à l'intérieur, mais c'est le système d'exploitation. Je pense un Linux. Il reste à l'intérieur, on n'y touche pas, on ne veut surtout pas y toucher. Surtout s'il fonctionne. Et là, ce système d'exploitation, il gère le signal sonore qui arrive par là et il les découpe dans des enregistrements en fonction de ce que vous avez choisi. Par exemple, des enregistrements d'1 minute ou de 5 minutes. Vous choisissez la fréquence d'échantillonnage, j'ai déjà dit, 48 Hz. Vous choisissez la résolution de quantification, donc ça va être du 16 bits, du 24 bits généralement. Ça suffit. Et donc, à la fin de votre point, vous arrivez sur point. Vous préparez tout ça. Là. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose à brancher. Là, j'ai un deuxième port USB. Je crois que ça sert à communiquer, à avoir sur éventuellement votre terminal. Je suis pas sûr, en fait. Je crois que c'est ça, de mémoire. Je vais certainement faire des petites erreurs ou des oublis. Consultez la description sous la vidéo, je vous mettrai mes correctifs a posteriori. Et ça, vous voyez, on a également un port USB mâle. Je sais pas, je dirais que c'est plutôt pour communiquer. Si on veut donner des ordres ici, depuis l'ordinateur, avoir un retour sur ce qui se passe, ou est-ce que le système a bien démarré. Je pense pas que ça soit indispensable, je suis même assez sûr que c'est pas indispensable, mais des fois sur le terrain, on aime bien avoir, nous les humains, on aime bien avoir des retours pour être sûr que ça fonctionne bien, parce que là, comme tout est étanchéifié, solidement protégé, on n'a même pas une LED rouge qui s'allume pour nous dire que tout se passe bien. Quand vous êtes sur le terrain et que vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver en mer, vous aimez bien être sûr qu'il se passe quelque chose, que vous n'avez pas perdu votre temps. Donc, je crois c'est bien d'avoir ce câble qui va afficher sur votre écran d'ordinateur quelque chose, des messages. Typiquement, dans un premier temps, j'ai bien démarré. Et ensuite, toutes les 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, fin du fichier en cours, début d'un nouveau enregistrement Wave, des fois avec le titre des enregistrements Wave. Parce que le système est généralement conçu pour mettre la date, l'heure, voire même les positions GPS. Tiens, je me demande s'il n'y a pas une des connectiques là sur lesquelles on peut brancher un petit GPS. Comme ça, on a l'information de GPS dans les enregistrements Wave. C'est le genre de choses qui est assez facile à faire sur ce genre de système. Vous voyez qu'on a une autre sortie ici, qui peut nous permettre justement de rajouter un GPS, si ça c'est la sortie stockage, si je ne me suis pas trompé. Si c'est bien là qu'on met une clé USB de stockage et pas autre chose, du Bluetooth ou du GPS. Alors,
Monsieur Nolibé m'a donné la permission de montrer tout ça, mais en étant raisonnable, et surtout, je me suis engagé à pas vous montrer trop en détail ce qu'il y a là-dedans. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer, pour expliquer schématiquement, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Donc là, c'est des vis cruciformes qu'on peut dévisser avec du plat aussi. C'est un système qui est fait pour être étanche et robuste. C'est du métal, ça, hein. Ça, c'est un petit pense-bête. Je crois que c'est l'adresse IP qui permet de communiquer de l'ordinateur vers ce périphérique. Donc en ligne de commande, en langage bash. Ben oui, d'ailleurs, c'est une information. Si vous voulez étudier les dauphins avec ce genre de système, il faudra vous mettre à Linux. Ça tombe. Alors ça tombe. Et Linux est notamment le langage bash. Alors ça tombe bien, je vous ai mis une chaîne YouTube sur laquelle je donne des cours de Linux et de bash particulièrement. Communiquer en bash avec sa machine Linux. Ben, je vous invite à aller la regarder et vous abonner. Vous verrez des exemples concrets qui permettent progressivement de prendre du niveau en bash. Alors vous voyez toute la difficulté. Parce qu'en apparence c'est simple en fait sur le principe, mais en fait faire des choses électroniquement propres. Là vous avez cette cage qui fait un blindage aussi, ce qui permet de s'isoler d'un certain nombre de parasites qu'on a sur le terrain. Il y a énormément de parasites créés par le bateau, ses équipements électriques, ou des événements qui peuvent avoir lieu à des kilomètres de distance de votre bateau. Là on a un blindage qui n'est pas parfait, mais c'est toujours ça mais c'est toujours ça de... Mais c'est toujours bien d'avoir... Mais c'est toujours ça de prix. Vous pouvez avoir si vous partez en bateau avec d'autres personnes ou vous-même vous avez un smartphone, les smartphones émettent des rayonnements qui pourraient parasiter vos enregistrements. Surtout comme je vous dis, bon le câble là il est probablement blindé, mais c'est quand même une antenne de 30 mètres de long que vous allez déployer. Une petite chose que j'ai dite que j'ai pas dite, là vous voyez, admettons on a 20 mètres. Le problème c'est qu'en mer, quand vous foutez une ligne de 20 mètres, même avec un hydrophone, mais ça va pas tomber à pic, ça va dériver. Et du coup, vous ne serez pas à 20 mètres de profondeur. Donc là, vous avez un peu de pâte thermique qui vous donne une indication que ça, là, ça, je crois que c'est le convertisseur. Donc ça accepte une tension courant continu entre 4,5 et 9 volts. Je ne m'approche pas plus parce que éthiquement, c'est ce que je me suis engagé pas à montrer en détail. Et en sortie, ça vous donne du 5 volts courant continu. Je suppose que c'est pour protéger le système contre des variations de tension de la source d'alimentation. Parce que je vous ai dit que c'était ça l'alimentation. Je pense que ce système est conçu aussi pour fonctionner. Comme il a son propre OS, vous n'avez pas besoin dans l'absolu de communiquer avec. Vous pouvez vous brancher directement sur une batterie lithium-ion USB en 5 volts ou une autre source d'alimentation électrique, mais du coup je suppose que le rôle de ce composant c'est de stabiliser, de vérifier qu'on est bien à 5 volts courant continu, même si la tension qui rentre va varier entre 4,5 et 9 volts. Bon, je ne vais pas vous montrer trop en détail, mais vous voyez que vous avez un empilement de couches. Vous avez ici une petite carte micro SD qui contient le système d'exploitation, généralement un système d'exploitation Linux sur lequel vous avez créé des scripts de bash qui font que dès que le truc démarre, il se met à enregistrer le signal qui vient par le câble XLR ici. Et donc ce système va créer les enregistrements acoustiques, généralement format wave, que vous allez étudier après en laboratoire pour chercher des choses intéressantes ou faire construire des détecteurs, des classificateurs automatiques, parce que vous aurez aussi pas mal de parasites. Et alors, mine de rien, c'est quand même assez simple sur le papier, mais en pratique, comme on est en conditions marines, et qu'en plus en électronique, l'électronique ça a l'air simple quand on connaît pas. Ah, c'est facile, je mets mon petit composant qui va lisser la tension du courant. Ah, c'est facile, je mets une source d'alimentation électrique, et puis ça tourne, et puis c'est fini. En fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Philippe Desmerliac, notamment, qui vous parle, qui ne fait qu'aborder, et encore il est gentil, les parasites en général. En électronique, il y a beaucoup de difficultés, parce qu'il y a beaucoup de mécaniques physiques qui peuvent intervenir, qu'il faut un petit peu comprendre
parce que ça va avoir un impact sur vos enregistrements acoustiques. Et mine de rien, c'est un peu nécessaire de comprendre... enfin, quand on veut maîtriser la chose, il faut un peu s'intéresser à l'électronique pour comprendre un peu ces enregistrements et éviter d'aggraver le problème des parasites au moment de l'échantillonnage. Et mine de rien, ben, vous avez quand même là un truc en métal avec un joint sérieux. C'est appréciable. Alors vous pouvez vous bricoler quelque chose de... Vous pouvez vous bricoler ce genre de boîtier, hein, c'est quelque chose qui est fait depuis très longtemps. Mais là on est quand même sur de la qualité professionnelle. Et puis vous avez une entreprise qui assume de gérer toutes les problématiques d'électronique et de connectique. Et ça a de la valeur. Surtout si vous êtes intéressé vraiment par la zoologie, l'acoustique. Et que déjà, l'idée d'utiliser l'Unix et le Bash, ça vous passionne pas. Mais en plus, programmer tout ça et faire de l'électronique, ça vous intéresse encore moins. Voilà. C'est ce genre de produit que vous pouvez acheter. Tout prêt. Donc je remercie encore le docteur Do et monsieur Gilles Nolibé de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir regarder tout ça, de partager. Ça s'adresse notamment aux jeunes, hein, parce que vous comprenez bien que autant moi, le docteur Do et monsieur Nolibé, nous connaissons déjà tout ça. Je vous mettrai de la documentation peut-être aussi alternative dans la même veine pour ceux que ça intéresse. Et donc là, vous voyez un morceau de velcro. C'est aussi intéressant de réfléchir quand on sera sur le bateau, qu'on va tout brancher, démarrer l'ordinateur, que ça va lancer le démarrage. Ensuite, on va foutre à l'eau l'hydrophone, mais en l'assurant correctement à la main et ou avec un système de fixation qui soit respectueux de l'intégrité du câble. Ça peut être intéressant d'avoir un poste où personne va venir mettre les pieds dans vos câbles, ou laisser partir le truc, ou bousculer le boîtier, parce qu'on n'a pas envie qu'il tombe par-dessus bord, bien évidemment. Je vous invite à consulter la description sous la vidéo parce que c'est là que je mets les sources. Si vous avez apprécié ce sujet, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet.